Alors vous savez il est des thèmes qui nous sont très chers. David, Nicole les ont rappelés. C'est ce thème de la création de valeur, de la création de richesse, qu'elle soit au plan des compétences des personnes malades, mais aussi au plan humain, au plan social, dans les politiques sociales des entreprises, au plan économique. Et pour ouvrir cette année des 10 ans, nous avons eu envie de revenir sur ces sujets, accompagnés par des personnes qui nous sont chères et qui nous accompagnent, Cancer at Work, depuis nos débuts. Et nous aurons donc aujourd'hui, ce matin, qui est le jour international de lutte contre les cancers, et bien le plaisir d'écouter à la fois Laura Lange, qui prendra la parole dans un instant, qui est philosophe et conférencière, qui intervient notamment beaucoup dans le monde de l'entreprise. Nous avons également invité Mounia El-Kotni, qui est anthropologue, spécialiste de la santé des femmes, co-auteur d'un livre qui nous est particulièrement cher chez Cancer at Work, qui s'appelle Impatiente, qu'elle a coécrit avec Maëlle Sigonneau. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et puis bien sûr notre ami Nicolas Bouzou, fidèle soutien de l'association, qui apporte un éclairage économique sur la question. Et en tant que femme et homme d'entreprise, je pense qu'il est essentiel à nos actions. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Laura Lange, qui a tous les attributs, comme vous pouvez le constater, de l'image qu'on peut avoir des philosophes. Laura, est-ce que tu veux bien partager avec nous ton regard justement sur la place du travail dans notre société, et puis depuis 2 ans, comment cette place a-t-elle évolué? Eh bien alors, bonjour déjà à tous, merci Anne-Sophie de ta confiance, c'est toujours très agréable d'être invitée à un anniversaire, donc voilà, j'en suis vraiment ravie. Alors pour en revenir à ta question, sur la question du travail, le moins que l'on puisse dire, c'est que dans notre société, en tout cas, le travail, c'est la santé. C'est la santé sociale. Évidemment, c'est la marque d'une activité, d'une vie active, comme on dit, où l'on s'active et participe à la société. Donc, de fait, ne pas avoir de travail ou être au chômage, c'est encore plus fort, eh bien, c'est le signe d'une vulnérabilité, d'une inactivité. À noter d'ailleurs que l'on peut être au chômage et ne pas chômer, et inversement, avoir un travail et ne pas travailler. On est d'accord. Bon, bref, c'est un fait. Le travail, c'est un plus, mais c'est aussi le facteur de risques psychosociaux. Activité, suractivité, dépression. Les mots sont beaux, mais il y a quand même un sens derrière tout ça. Donc le rythme est souvent dense et s'ajoute à tout cela des problématiques fortes de sens. Je dirais aujourd'hui plus qu'hier. Car effectivement, depuis 2 ans, le travail s'est initié à l'intérieur de nos vies comme une activité parmi d'autres, et j'ajouterais avec d'autres, parfois, hein. Télétravail, travail, télé, repas, repos, ménage, famille, etc. Bref, de quoi mettre à l'épreuve à la fois nos ménages et nos méninges. Nous questionnant sur l'importance de notre travail, sur le sens de nos priorités et sur l'essentiel. Un des grands thèmes qui a traversé cette pandémie, en France en tout cas, et je trouve que d'ailleurs c'est une belle façon de nous rappeler à l'ordre, quand l'expérience de la maladie frappe à la porte, très souvent elle révèle ou elle relève des questions existentielles et nous invite à nous recentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Sécurité, liberté, santé. Que prioriser? Qui prioriser? Quels sont les métiers essentiels? Mettez une question, alors les libraires, les disquaires, ou simplement notre affaire. Mon métier est-il essentiel? A-t-il un sens? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Etc., etc. Autant d'interrogations, et c'est quand même assez intéressant de le noter, me semble-t-il, qui ont poussé un certain nombre à se reconvertir professionnellement. Il y a aussi une vague de démission et aussi de délocalisation vers des contrées nouvelles et meilleures, on l'espère. Que ce soit du côté des métiers qui ont été jugés essentiels, évidemment à l'instar de ceux du soin, qui ont été en première ligne. Hein. Il y a eu 1300 infirmières qui ont démissionné en 2021, tout de même. Mais aussi du côté des métiers qui sont jugés non essentiels. Hôtellerie, restauration, commerce, loisirs, culture. Il y a eu 237 000 postes abandonnés, justement, là, en hôtellerie-restauration, quand il y avait 50 000 postes en plus sur les 2 ans qui ont précédé le Covid. Donc c'est quand même intéressant d'en prendre la mesure. En somme, pour parler chiffres, même si je suis quand même plutôt mot, on voit effectivement qu'il y a cette vague de démission. Aux États-Unis, on parle aussi d'une grande démission, parce qu'on observe eh bien, cette mouvance, ce mouvement. Et j'ajouterais
On peut parler aussi à l'international de ce qu'on pourrait appeler une grande dépression, même si la formule a déjà été prise au cours de l'histoire. Grande dépression, parce qu'effectivement, il y a une enquête qui a été menée à l'international dans 204 pays, et on voit effectivement que les dépressions et l'anxiété touchent un quart de la population. Ce qui est quand même pas rien, dirons-nous. Donc voilà un petit peu l'environnement. En somme, pour résumer, il me semble que la période, de manière générale, nous travaille. Et qu'à l'intérieur de tout ça, le travail nous questionne, tourmente, inquiète, interpelle. Pourquoi ? Déjà parce qu'il en appelle au sens. Et je le dirais au double sens de direction, on va où ? Et de signification, je fais quoi ? Et je sers à quoi dans ce que je fais ? Et j'ajouterais même de décence. On l'a vu avec la demande dans le domaine du soin, c'est à un moment donné reconnaissance sur la valeur de mon activité, et de décence par rapport à d'autres secteurs d'activité qui continuent de cartonner, alors que bon, on pourrait s'interroger sur leur utilité. En somme, tu me questionnes sur mon regard. Mon regard, je dirais, dans cette période, c'est recentrer sur l'importance du sens et de la décence dans un environnement évidemment qui a été secoué. Et je crois qu'il est devenu essentiel, deux choses vraiment très importantes, de mettre le travail à sa place. C'est un moyen au service de la vie, et c'est tout, déjà. Et aussi de savoir quelle est notre place, ce qui est absolument fondamental. Quel est notre rôle, à quoi je sers, à quoi je participe. En somme, je crois que s'il est une certitude dans ce contexte d'incertitude, c'est que plus j'ai le sentiment de servir à quelque chose, moins je me sens asservi. De servir à quelque chose ou de servir quelque chose. En somme, moi j'inviterais vraiment les entreprises à faire en sorte que les travailleurs voient plus que jamais la vie en rôle. Et je dis rôle et pas rose. Je termine juste sur cette petite aspect, je dis rôle et pas rose, parce que je pense qu'on a tous compris que c'est pas au travail qu'on la verrait en rose, que le bonheur n'y s'y trouve pas avec un grand B, et que les entreprises qui surinvestissent l'idée d'être un parc de loisirs, je pense, déplacent un peu la problématique. Un baby-foot ou autre ne peut pas être le socle d'une implication en entreprise. Et je pense que pour que les gens aient une véritable raison d'en être, il faut une raison d'être. Et je voulais vraiment terminer sur ça, parce que c'est un mot absolument essentiel en ces temps. Il ne s'agit pas de dire, nous, notre raison d'être, c'est ça, de mettre des jolis mots sur un carnet. Il faut les incarner. Et pour ça, être des êtres de raison, réellement, se mettre en crise, au sens littéral, de discernement. La crise, c'est un moment opportun pour penser la crise au double sens du terme. Et donc, en somme, je dirais, se mettre au travail pour remettre l'humain au centre, la planète au cœur aussi, penser à leurs forces, leur vulnérabilité, leur santé. Voilà. Merci Laura pour ce partage de ton regard qui résonne beaucoup chez quelqu'un comme moi qui a été confronté il y a une dizaine d'années à la maladie, puisque finalement j'ai le sentiment au travers de tes mots que depuis 2 ans, le monde découvre très largement ce que nous, malades, nous connaissons en fait depuis des décennies. Cette annonce qui nous frappe, cette mise à l'écart, cet isolement, ce besoin en fait de conserver du lien qui interroge la place du travail et notre place dans la société, et souvent des projets professionnels qui sont repensés, redéfinis. C'est ce qui se passe à très grande échelle aujourd'hui, et j'espère dans un sens d'un monde d'après qui mettra effectivement la planète au cœur et la raison d'être de chacun et de chaque entreprise en exergue et en avant, avec beaucoup de sincérité, puisque je crois fondamentalement que ce sont des sujets avec lesquels on ne peut pas tricher. Alors, il reste quand même un sujet. On est dans un monde qui résonne de manière un petit peu binaire, et malgré ces 2 ans de crise sanitaire, il n'en reste pas moins qu'on n'est pas malade au travail. On est malade en arrêt maladie, on est au travail, guéri, bien portant, hyper performant. Et cette dichotomie, finalement, continue à ancrer le sujet de la maladie et le sujet des maladies graves, chroniques, qui s'est enrichi avec les Covid longues depuis 2 ans. Ce sujet reste donc tabou dans le monde du travail. Pourquoi, selon toi ? Alors, tu connais, Anne-Sophie, ma sensibilité pour les mots. Je suis convaincue que la plupart des mots MAUX partent des mots MOTS. Arrêt, maladie, vie, active. Tout est dit. Les mots, le langage, engagent déjà des mots absolument terribles. L'arrêt maladie, ça renvoie à la pause qui s'impose, au ralentissement, à l'arrêt, à la diminution, à la réduction, bref, à la vulnérabilité, et par extension, si la maladie est grave, évidemment, à la mort.
Et de l'autre côté, on a la vie active. Alors, il y a une question de rythme intéressante. La maladie diminue, fragilise, ralentit, interrompt le rapport au temps, là où la vie active court. On s'affaire dans les affaires, c'est pas qu'une formule. Il y a effectivement une idéologie du dépassement de soi, de la performance. On voue un culte à l'apparence, à la dépense, l'art de se dépenser dans tous les sens du terme d'ailleurs, à la mobilité, à l'efficacité et à la rapidité. D'ailleurs, c'est un comble, au risque de finir par tomber malade. C'est finalement le serpent qui se mord un peu la queue quand même dans ses excès. Et du coup, j'avais envie de faire un clin d'œil à ça. Il ne faut pas oublier, comme le montre très bien le philosophe Pascal, que le travail, c'est d'abord un moyen que l'on a mis en place pour se divertir. C'est-à-dire pour se détourner, pour ne pas avoir à voir finalement la finitude de nos vies. Donc on déplace les choses. Et j'ajouterais que plus le travail est surinvesti, plus il représente un divertissement où le diverti se ment. Ou en tout cas, il y a un risque que le diverti se mente, occulte des choses réelles, s'oublie. Qui n'a jamais dit « j'ai trop tiré sur la corde du corps ». Voilà, là franchement, ces derniers temps, je me suis un peu oubliée. Et effectivement, on est dans un monde qui est porté par une idéologie qu'on pourrait résumer ainsi, c'est un peu le « résiste, prouve que tu existes ». Ce serait un peu le slogan dans lequel on est, professionnel, et résiste d'abord en premier à la maladie, à la charge de travail, mais aussi évidemment à la maladie. Et donc c'est un environnement où la maladie est mise de côté, on peut le dire, elle est mise en boîte, et dans les boîtes, elle est souvent mise au placard. Et si je reprends quelques chiffres, parce que j'ai été regarder quand même attentivement sur le cancer, quand même appris que 1200 personnes ont le cancer par jour. Parmi ces individus, la moitié sont des actifs. Et si je ne me trompe pas, il y a un tiers de ces personnes qui, sous 2 ans, perdront ou sortiront de leur emploi. Pendant cette période-là, la plupart expriment le fait déjà de sentir une différence de par leur position, mais aussi dans le regard. Et ceux qui reviendront, 88%, j'ai vu, qui reviendront ensuite au travail, eh bien 1 sur 5 dira avoir le sentiment de retrouver sa place. C'est quand même assez intéressant, ce regard. Je ne sais pas si tu veux compléter sur cet aspect, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui a retenu mon attention. Une mise à l'écart qui a quand même un coût à double niveau. Humain, effectivement, parce qu'on le sait, le travail et la vie sociale est un pilier de la guérison. Et comme tu l'as bien dit, je pense qu'on a tous expérimenté qu'être mis de côté dans son activité de par le confinement, c'est pas très agréable. L'arrêt, l'isolement, tout ça peut vraiment créer des pathologies et des difficultés. Donc on peut le mesurer vraiment à moindre niveau tout de même. À la fois un coût humain, mais aussi un coût économique. Parce qu'effectivement, l'absentéisme, ça représente de nombreuses pertes financières. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le maintien dans l'emploi est devenu une priorité. J'ai vu la sécurité sociale, Pôle emploi, effectivement, c'est une réelle avancée. L'intégration est absolument cruciale. En somme, plutôt que de rejeter le malade, que de rejeter la maladie, comment on pourrait réinvestir un regard positif sur la maladie? J'ai donc 2 petites choses à partager. La première chose, me semble-t-il, c'est la libération de la parole. Les mots, c'est quelque chose de fondamental, on les utilise constamment, et ça commence par là, me semble-t-il, l'importance de libérer la parole et de travailler l'imaginaire que l'on affilie aux mots. Et ça, c'est pas anodin. C'est tout le sens d'ailleurs de la démarche de Suzanne Sontag, américaine. C'est absolument passionnant, un ouvrage qui s'appelle « La maladie comme métaphore ». Je vous invite à regarder. Et elle a cette phrase que je vous partage. La façon la plus saine de considérer la maladie et aussi d'être malade est de résister ou consiste à résister à la contamination des préjugés qui l'accompagnent. Et c'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire. Donc c'est-à-dire travailler ces représentations, car les mots travaillent, tourmentent, inquiètent. Et j'étais hyper surprise de voir tout de même qu'en 2021, 1 salarié sur 2 avoue ne pas être capable d'avouer ou de prononcer le mot cancer au travail. On parle juste du mot, c'est quand même pour dire. Et preuve en est qu'il n'est pas facile de se défaire de ce qu'on y affilie, justement, qui va d'ailleurs différer selon les maladies. Toutes les maladies ne sont pas pensées pareil. Je vous rappelle notamment qu'au cours de l'histoire, la tuberculose a été affiliée à quelque chose d'assez poétique. Elle a pu être très inspirante, là où le cancer, c'est une autre histoire. Et je voudrais juste en revenir au mot, un bien grand mal pour un petit mot quand même. Est-ce que vous savez d'où vient le mot? Ça calme un peu, de crabe. Quand même pas sur un truc hyper impressionnant. C'est le carcinos en grec et de cancer en latin. Et Hippocrate est le premier à prendre cette image
effectivement, comparer le cancer au crustacé, parce que la liaison tumorale va se déplacer en fait de cette façon. Et on peut aller plus loin en se disant qu'effectivement ça pince de l'intérieur et que ça se déplace en rampant, le cancer, voire même de guingois, de travers, et c'est une dimension que je trouve assez intéressante. Ça se déplace de travers, peut-être que c'est une raison, donc de manière insaisissable, pour laquelle traditionnellement ça a toujours été regardé de travers, comme quelque chose qu'on a du mal à maîtriser, et dans une société comme la nôtre, on n'aime pas bien effectivement ce qui peut nous résister. J'ajoute quand même à ça une autre dimension du mot, nuisible. On parle quand même de cancer de la société, pour pointer du doigt une population. Vous imaginez quand même la force des choses. Et ça, je trouvais que c'était intéressant. C'est-à-dire, on voit combien c'est un mot qui induit des mots, qui pathologisent les rapports et qui vulnérabilise le malade. Déjà à ce niveau-là. Et donc, juste pour terminer un petit peu sur ça, au même titre que la société va gérer ou gérer en population des individus qu'on considère comme des nuisibles, eh bien, en entreprise, on gère souvent en population les individus qui peuvent avoir une maladie. Et ça me renvoie à Michel Foucault, qui nous parle de biopouvoir. Et le biopouvoir, c'est finalement la façon, ça se caractérise par une gestion, par le biais de l'économie et de la politique, du vivant, du bios. Et donc, ça passe par une gestion en population des problématiques. C'est pas individualisé. On va être plutôt du côté des statistiques. On va être du côté de la prévention plutôt que de l'accompagnement. Ce qui renvoie totalement, ce qui est dans la même veine que l'évolution du savoir médical, qui à partir du 19e siècle se détache du champ de la clinique, se détache du vécu du malade pour rejoindre celui des maladies, des chiffres, etc. Donc en fait, il y a toute une question de libération de la parole et de réinvestissement du regard, qui n'est pas facile. Comment on peut regarder les choses autrement? Et j'avais vraiment envie de terminer sur ça. Changer de regard et en revenir au malade. On va dire pas forcément le temps, etc. Il me semble que c'est un travail absolument essentiel pour s'enrichir et en apprendre. La notion de prendre dans notre société prend souvent le dessus. En apprendre, il y a quand même une dimension plus forte, me semble-t-il. Car non, la maladie n'est pas contradictoire avec la performance, ni avec la notion d'investissement. C'est l'idée qu'on s'en fait, mais ça n'est pas contradictoire. Il est ici plutôt question de rythme, je dirais, à adopter, à adapter, de rythmes différents. Mais pour ça, il faut absolument se défaire déjà de la défiance pour passer à la confiance. C'est déjà tout un travail. Et ensuite, il faut se défaire de l'idée que le temps que l'on passe à faire quelque chose compte moins que la façon dont on passe le temps. Des gens qui seront peut-être moins là, le temps qu'on passe à le faire compte moins que la façon dont on va passer le temps. Ça, c'est déjà tout un travail à faire qui change parce qu'effectivement, on n'a pas pensé les choses ainsi. C'est pas aisé, pourtant c'est absolument essentiel, me semble-t-il, pour se donner à voir combien le temps passé aux côtés de celui qu'on pourrait mettre de côté peut être finalement vecteur d'un apprentissage, de cohésion, d'esprit d'équipe, d'échange, mettre aussi à l'honneur des valeurs, j'ai presque envie de dire plus humaines, l'empathie, la patience, des choses qui ont été, l'écoute évidemment, des choses qui ont été mises un petit peu de côté, la solidarité, ça n'a pas été le plus grand des concepts en entreprise, mais ça le remet peut-être aussi au centre. Clairement, il me semble de manière générale que la dimension humaine au travail est rappelée sur le devant de la scène à travers le prisme du négatif et de la vulnérabilité. Clairement, la maladie pousse à l'implication, plutôt qu'à l'application d'un modèle, on se rend compte qu'il y a des limites. Ça pousse à l'implication, ça pousse à la curiosité face à ce qui peut nous apparaître curieux. Ça pousse à la créativité, ça pousse à l'adaptabilité, ça pousse quand même à l'adaptabilité, ça pousse au travail en fait, au travail vivant, réellement. Et c'est vrai pendant la maladie, et je voulais juste terminer sur ça, et c'est vrai aussi après la maladie. Parce que c'est cette phrase magnifique de Georges Canguilhem, « Guérir n'est pas revenir ». Et on peut même l'analyser justement avec tout ce qui se passe après au niveau du Covid. Guérir n'est pas revenir. La santé d'après la guérison n'est pas la santé antérieure. Pourquoi ? Parce que la maladie, dit-il, est une autre allure de la vie. C'est une autre allure de la vie qui va nécessiter un effort de la nature en l'homme pour se donner un nouvel équilibre. Et il le dit ainsi, guérir, c'est donc se donner de nouvelles normes de vie que l'on espère supérieures aux anciennes. Supérieures aux anciennes, c'est quand même à nous d'y travailler pour le faire. De quoi donc, et je terminerai sur ça, Anne-Sophie, réfléchir au potentiel d'innovation, qui est un mot quand même contradictoire, social, que peut avoir la maladie ou le travail de la maladie dans le secteur du travail, à la seule condition que l'on y travaille. Parce que si c'est une chose absolument sûre, c'est que la maladie, elle fait son travail. C'est aussi une phrase de Georges Canguilhem. Elle fait son travail, la maladie. Elle nous rappelle alors de notre vulnérabilité et de notre mortalité, à condition qu'on la regarde,
à condition qu'on l'observe. À nous donc de nous mettre au travail pour remettre l'humain au centre, et je crois cela en vue de la santé de tous. Voilà. Merci Anne-Sophie. Merci à toi Laura. On te retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Bravo pour tout ce que vous faites, l'équipe Cancer at Work au quotidien. Laura, on voit le poids des mots quand même, tu vois, entre le crabe et le poids des Grecs aussi. Entre le crabe et Platon qui a consigné les femmes dans le Caire, oui. On sent quand même en 2022 un héritage qui pour le coup me semble un peu plus lourd à porter que la carte vitale. On est impatient que tu nous dises, que tu nous partages en fait ton regard sur cette matinée qui s'écoule, et je suis impatiente d'écouter tes mots. C'est gentil. Alors du coup, j'ai combien de temps? Parce que là, on est un petit peu... Ok, on a dépassé. Je vais donc être concise. Ok. Ça marche. Merci en tout cas vraiment pour cette matinée très riche de sens. Je crois, ce que je retiens vraiment de ce qui a été dit, c'est que le travail, en tout cas la maladie au travail, donne à voir la maladie de la relation qu'il y a quand même derrière entre les individus. Et relation, j'aime beaucoup les mots, ça vient de relatio en latin, qui signifie narrer. Narrer, c'est la narration, la capacité justement à se raconter, à faire histoire plutôt que des histoires. Et on arrive d'autant plus à faire histoire que l'on ne s'en raconte pas à soi. Et donc la maladie de la relation, ça commence par soi. C'est d'abord la maladie de la relation avec soi. Et quand je partageais la phrase que j'aime beaucoup de Georges Canguilhem, la maladie fait son travail. Quand elle fait son travail, elle nous rappelle à l'ordre de cette vulnérabilité, de cette finitude, si tant est qu'on ait les yeux ouverts pour le voir. Et ça me renvoie à cette phrase qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux de Pascal, qui a été parfois souvent partagée, qui nous disait, pendant le Covid et le confinement, tout le malheur de l'homme vient de ne savoir demeurer seul dans une chambre. Bon, voilà, on a fait cet exercice. Est-ce qu'on en ressort plus conscient ? Pas forcément. En tout cas, c'est cette exploration-là de la relation avec soi-même, de ce regard en face à face avec soi, pour déjà prendre en considération le fait que la maladie, le fait que la vulnérabilité fait partie de notre existence. Donc on ne l'occulte pas. Donc c'est d'abord la maladie de la relation avec soi pour gagner en lucidité. Et ensuite, évidemment, la maladie de la relation avec l'autre. Mais si on n'est déjà pas lucide sur sa propre condition, que voulez-vous rencontrer l'autre? On a plutôt tendance à le mettre de côté. Et c'est ce rapport-là que je trouve très intéressant et qui me renvoie, du coup, dans ce rapport à l'autre qui me passionne, à une morale. Je ne vais pas avoir le temps vraiment d'en parler, à une fable que je trouve passionnante, que je vous invite à reparcourir. C'est du cours qui en dit long, quand même, de tout ça. C'est Le lièvre et la tortue. Avec cette fameuse phrase, vous savez, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Moi, j'aime bien me dire, rien ne sert de courir le préjugé, il faut d'abord partir à point. Et partir à point, c'est déjà en conscience de ses forces, de ses faiblesses, en conscience, avec aussi un manque d'excès de conscience, enfin de confiance, mettre ça de côté et gagner vraiment en conscience. En aparté, quand même, le clin d'œil, quand on parle de cette fable, on dit oui, c'est une fable qui concerne le rapport au temps. En fait, c'est d'abord une fable qui concerne le rapport à l'autre. Si ça n'avait pas été une tortue qui avait provoqué le lièvre, mais un lièvre, le lièvre serait parti à temps. Et si ça n'avait pas été un lièvre, mais un lion, fort à parier qu'il aurait mordu. Pas le lion, évidemment, mais qui serait parti à l'avance. Et donc, je trouve que cette fable est très intéressante, puisqu'elle questionne le rapport au temps, mais surtout à l'espace-temps qu'on partage avec les autres et à la considération qu'on s'en fait. Et en l'occurrence, le lièvre, il est dans la performance, l'excès de confiance, et il voit de l'autre que du handicap, de la vulnérabilité, de la faiblesse. Il ne tourne pas le bocal et la prend évidemment à ses dépens. Ça pose une question philosophique. À quoi sert la vitesse si elle ne vous permet pas de remporter la course? Je crois que c'est une vraie problématique entrepreneuriale. Donc rien ne sert de courir le préjugé, il faut partir à point. C'est d'abord partir en conscience. Le lièvre, en l'occurrence, n'a conscience que de ses forces, c'est pas mal, peu de ses faiblesses. En l'occurrence, il a tout à fait conscience des faiblesses de l'autre et peu des forces qu'elle peut avoir, la résilience, l'envie, la combativité, le courage. Et inversement, il y en a une qui a fait son bilan de compétences pour avoir le champ lexical de l'entreprise. La tortue, elle a conscience de ses forces et de ses faiblesses, et des forces et des faiblesses du lièvre. Donc voilà, partir à point, c'est partir en conscience, et c'est aussi partir avec prudence, un mot qui est parfois galvaudé à l'ère de l'urgence. Or, la prudence, c'est pas ne pas faire, c'est se hâter de bien faire.
Vous pouvez aller revoir Aristote, hein, c'est la vertu première. Cultiver la prudence, c'est mettre de la rationalité pour orienter l'action. Donc voilà mon invitation. Je terminerai avec une phrase de Bergson que je trouve passionnante. Agir en homme de pensée, penser en homme d'action. Voilà, dépenser avec des pensées, ça pourrait être pas mal pour diriger l'entreprise à l'avenir. Merci infiniment, Laura. De rien. Merci beaucoup.